Bonjour Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition spéciale de votre émission Bien-être. Une émission au cours de laquelle toutes vos questions, vos préoccupations, vos inquiétudes sur la santé seront toujours le bienvenu. Nous sommes là pour vous aider, pour vous orienter. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui 1er décembre, c'est la journée internationale. Aujourd'hui 1er décembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Nous devons retenir que le thème qui nous a été proposé en cette année de 2022 au sujet de la lutte contre le VIH-Sida par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle, et le dépistage en réseau. Nous allons l'approfondir vers la fin. Il est important de savoir que le sida se transmet par plusieurs voies. Nous avions la voie sexuelle, par le rapport sexuel non protégé. Nous avions la voie sanguine à travers des transfusions et c'est beaucoup plus de personnels soignants aussi également qui sont exposés à ces cas-là. Et nous avions, la voie de mère à l'enfant, de mère-enfant, par la grossesse, le 3e stade de la grossesse, par l'allaitement par exemple. Et nous devons savoir que le sida n'épargne pas d'âge. Même les enfants, même les nouveau-nés, même les enfants en croissance sont exposés à attraper la maladie. Alors le médecin, le docteur Gloire Mbayabo va nous étaler en profondeur concernant la transmission de mère et enfant, car c'est son domaine, c'est un pédiatre, alors il va nous en parler en profondeur. Nous devons savoir, nos mamans doivent savoir que la maladie n'est pas seulement pour les grandes personnes, mais la maladie peut toucher toutes sortes d'âges et toutes catégories de personnes. Nous reviendrons bientôt sur le plateau. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation et surtout de parler de ces thèmes si importants. Nous savons bien qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre les sida, les VIH-sida. Ce qui nous pouvons dire, la différence entre les VIH et les sida, c'est que les VIH veut dire virus d'immunodéficience humaine, VIH en anglais. Ça veut dire que c'est les microbes, n'est-ce pas, qui est responsable de la maladie qu'on appelle sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Dans le sida, c'est une maladie qui est entraînée par le virus qu'on appelle VIH. C'est comme ça qu'on appelle VIH-sida. Donc c'est un peu ça la différence. C'est un peu comme on dit la malaria. La malaria, c'est la maladie. Malaria ou paludisme. Mais il y a les germes ou les microbes qui est responsable de ça qu'on appelle les plasmodiums. C'est la même chose. Le sida, c'est la maladie. Le VIH, c'est le virus. C'est comme ça qu'on dit VIH-sida. Bon, voilà. Du point de vue symptomatique, quand le sida n'est pas encore à un stade clinique, parce qu'on peut attraper les virus du sida, c'est-à-dire le VIH, mais le corps est encore à même de résister par rapport aux infections opportunistes ou par rapport aux manifestations de la maladie. Parce que vous devez savoir que les virus de VIH, les virus du sida, s'attaquent aux globules blancs et ils arrivent à détruire les globules blancs. Quand ils détruisent les globules blancs, ils se multiplient. Parce que les virus, généralement, ce sont des parasites. Ils se développent aux dépens des cellules du corps, de l'organisme et tout. Maintenant, les virus du VIH se développent aux dépens des CD4, n'est-ce pas, de ces anticorps ou bien, voilà. Alors, quand la charge virale, la quantité des virus augmente dans le corps, la quantité des anticorps qui nous défendent contre les microbes baisse. Et c'est cette baisse-là des anticorps qui fait que la maladie, la personne devient vulnérable à la plupart des microbes qu'on tolère généralement. Parce qu'autour de nous, dans notre corps, il y a des maladies, on a des microbes qui vivent en commensalité, c'est-à-dire ils vivent dans notre corps sans pourtant entraîner des maladies. Mais quand on a les VIH-sida, dans notre système immunitaire, le système de défense du corps, dans les anticorps s'affaiblissent et on commence à tomber malade régulièrement. Et habituellement, on reconnaît les VIH parce que quand la personne fait des maladies inhabituelles, parce qu'on est toujours entouré des maladies, mais des microbes, mais on ne fait pas tout le temps des maladies. La personne qui commence à maigrir de façon inexpliquée, la personne qui commence à souffrir de certaines maladies comme les zonas, c'est-à-dire de l'éruption cutanée, maladies des peaux, il commence à souffrir des maladies des poumons, il commence à souffrir comme de la tuberculose, parce que généralement, il y a toujours des microbes de la tuberculose qui est tout autour de nous, mais tout le monde ne fait pas la tuberculose.
Mais quand on voit quelqu'un faire la tuberculose, on se dit peut-être que ses anticorps se sont affaiblis et on suspecte aussi la tuberculose. Donc, quelqu'un qui a le VIH-Sida, il souffre des maladies inhabituelles et il devient susceptible après à tomber malade tout le temps. Voilà. Au fait, les voies de contamination ou les moyens de contamination de la maladie, c'est une maladie qui se transmet par les humeurs du corps et notamment les sangs aussi. C'est-à-dire, surtout au naissant, quand il y a des gens qui sont en contact, les microbes se trouvent dans toutes les humeurs, dans tous les liquides, les humeurs de l'organisme, dans les sangs, dans les spermes et ainsi de suite, même dans les laits maternels, même si c'est en quantité faible, ainsi de suite. Ça veut dire que si quelqu'un a été transfusé, par exemple, avec du sang qui est contaminé par les VIH, il peut attraper la maladie. Si vous êtes aussi, vous vous blessez avec une lame de rasoir, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle actuellement on préfère des histoires isagéniques, les seringues isagéniques, les rasoirs pour chacun de nous, tout ce qui peut transmettre le sang d'une personne à une autre, on préfère que ce soit isagénique pour éviter la contamination parce que la maladie les virus peut aussi passer par là. Vous vous blessez avec une lame de rasoir et tout ça, d'une personne qui était contaminée, quand vous utilisez, vous pouvez attraper la maladie. Lors de l'accouchement aussi, souvent il y a des échanges, n'est-ce pas, de sang entre la mère et le bébé qui va naître. Et ces échanges de sang font que si la mère est contaminée et malade, elle peut contaminer aussi son bébé. Lorsque la mère allaite son bébé, bon, il y a quand même une certaine probabilité que, même si c'est faible, il y a une certaine probabilité que l'enfant aussi soit contaminé. C'est comme ça d'ailleurs chez les mères qui sont PVV, personnes vivant avec le VIH, on leur recommande, pour si elles veulent allaiter les bébés, qu'elles allaitent exclusivement au lait maternel. Mais l'idéal, c'est qu'on recommande à ce que la mère ne puisse pas allaiter pendant le lait infantile. Les laits en boîte, mais jamais mélanger les deux. Parce que si la mère mélange les deux, ça augmente la contamination. Soit si la mère est à mesure d'acheter les laits durant tous les temps pour l'enfant, elle ne donne que les laits en boîte. Mais si la mère n'est pas à mesure, les 6 premiers mois, on va recommander que les laits maternels, mais jamais mélanger les deux simultanément. Donc ce sont les moyens par lesquels le microbe peut se contaminer d'une personne à une autre. Oui, évidemment, il y a probabilité, il y a ce qu'on appelle les programmes PTME, la protection de la transmission de VIH de la mère à l'enfant. De plus en plus, la science évolue et quand on considère les années antérieures, il y a 20 ans, 10 ans, 20 ans passés, la transmission de VIH de la mère à l'enfant était très élevée. Mais depuis une dizaine d'années, avec les PTME, la protection de la transmission de VIH de la mère à l'enfant, donc ça a pratiquement diminué de plus de 50%, cette contamination-là. Parce qu'on a compris de mieux en mieux comment ça se fait et en même temps, on a essayé de mettre les mesures pour essayer d'éviter cette transmission-là de la mère à son bébé. Parmi ces mesures, il y a notamment quand l'enfant naît lors de l'accouchement. Déjà, si on sait que la mère est PVV, aussi, dès qu'on sait que la mère est PVV, on recommande à ce qu'elle commence les traitements. Parce que quand la mère reçoit les traitements, ça réduit déjà la charge virale, donc la quantité de virus dans le corps de la mère. Et quand la quantité de virus dans le corps de la mère est réduite, et donc ça amoindrit aussi la probabilité que les virus contaminent les bébés. Là, c'est le premier principe. Commencer les traitements chez la mère, les traitements bien sûr antirétroviraux, dès que vous savez que la mère est PVV. C'est-à-dire on peut savoir que la mère est PVV avant qu'elle ne tombe enceinte, on commence les traitements. Pendant la grossesse, si on sait qu'elle tombe enceinte, il y a toujours des moyens de traiter, on commence les traitements. Ou même pendant le travail d'accouchement, si vous savez que la mère est PVV, donc soit pendant la grossesse, pendant le travail d'accouchement, vous commencez les traitements. Là, c'est l'une des mesures. Commencez les traitements de la mère dès que vous savez que la mère est PVV. Une autre mesure, c'est que quand l'enfant naît lors de l'accouchement, généralement, on recommande à ce que, pour les personnes normales, pas pour les cas de PVV, à ce qu'on laisse quand même que la mère, qu'on sectionne le cordon ombilical après que ça arrête de battre
ou 2 à 3 minutes après. Là, c'est dans les situations normales. Mais chez la mère qui est PVV, on sectionne le cordon ombilical aussitôt que l'enfant est sorti. On n'attend pas. Dès que l'enfant sort, on sectionne le cordon ombilical et puis on nettoie, hein, on essuie l'enfant, on nettoie les cordons et on essuie l'enfant avec la chlorhexidine 0,5%. Voilà. Donc on nettoie l'enfant pour éviter justement la transmission de la mère à l'enfant. Troisième mesure, on met l'enfant directement sous traitement. Généralement, on utilise la névirapine. On met l'enfant généralement sous traitement. Et troisième mesure, c'est ce dont j'ai parlé, l'alimentation de l'enfant. On recommande à la maman de donner le lait en boîte, le lait infantile à son enfant. Mais à défaut, si la mère ne sera pas à mesure d'acheter ça régulièrement et tout, on va demander à la mère de n'alimenter l'enfant qu'avec le lait maternel les 6 premiers mois. Mais jamais associer les deux. Donc ça, ce sont des mesures qui ont permis à ce qu'on puisse réduire la transmission de VIH de la mère à l'enfant de plus de 50%. Bon, vous devez savoir que le traitement de VIH, ça évolue très rapidement. Il y a même actuellement, on parle des plans stratégiques 2021-2026 qui visent vraiment à éviter les inégalités entre les personnes vivant avec le VIH. Parce qu'on s'est rendu compte que, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas accès à des médicaments, d'autres, ils en ont accès. Il y a la discrimination d'une part, de l'autre part, ainsi de suite. Ce qui fait que tout le monde n'a pas accès à la même chance d'être soigné correctement. Mais aussi, le traitement des VIH chez les enfants est un grand challenge pour beaucoup de raisons. Déjà que vous savez que les enfants, ils ont du mal à prendre des médicaments comme les adultes, les comprimés. Tous les enfants, c'est souvent des sirops ou les comprimés dispersibles qui ne sont pas toujours disponibles. Ou par exemple, qui nécessitent des conservations, des mesures de conservation tout à fait particulières. Par exemple, mettre ça au frais et ainsi de suite. On sait tout ce qu'il y a comme problème d'électricité dans notre milieu et aussi des problèmes de discrimination quand vous savez que votre enfant est PVV et les gens savent ça et bon, on peut commencer à vous regarder d'une certaine manière bizarre. Ce qui fait que le traitement des VIH chez les enfants, c'est un grand challenge. C'est vraiment très compliqué parce qu'un adulte, par exemple, lui-même peut commencer à prendre les médicaments en cachette, par exemple. Mais l'enfant, lui, il est innocent, il ne sait même pas. Vous allez commencer à lui demander de prendre des médicaments tous les jours, il va vous poser des questions. Pourquoi vous me donnez à moi? Pourquoi vous ne donnez pas à mes frères et sœurs et tout? Dans les traitements des VIH chez les enfants, c'est quand même très compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que ça fait face à beaucoup de défis. Néanmoins, plus l'enfant est grand et un peu plus responsable, hein, quand l'enfant il a grandi, il a plus de 12 ans, 15 ans, il peut comprendre, on peut lui expliquer et il peut adhérer au traitement. Mais si l'enfant est petit, ça sera quand même difficile. On les soigne, mais là, ça fait face à beaucoup de défis. Les dosages chez les enfants, c'est par kilo. Il y a plusieurs médicaments. Hein, je ne vais pas m'étaler sur ça, c'est trop technique. Il y a plusieurs médicaments, mais généralement, les traitements des enfants, on les donne par kilo de poids. Par kilo de poids. Mais sinon, vous retenez que les traitements des VIH chez les enfants fait face à beaucoup de défis que je viens d'énumérer ici. Mais chez les adultes, c'est plutôt facile parce que l'adulte lui-même, il peut commencer à gérer les produits. Il y a même des couples où il y a un conjoint un partenaire qui est malade, l'autre ne le sait même pas. L'autre prend des médicaments régulièrement, mais voilà. On a vu des cas pareils plusieurs fois. Oui. Il y a ce qu'on appelle des couples discordants. Il y a des couples où vous avez un partenaire qui est malade, l'autre ne l'est pas. Déjà que, comme j'avais dit, plus la charge virale est faible, moins la transmission s'est fait. C'est-à-dire, vous pouvez avoir votre partenaire, il prend des médicaments correctement, il respecte toutes les mesures qu'on donne pour éviter que la maladie s'aggrave. Parce que souvent, certaines personnes disaient quoi? Bon, je suis déjà malade, je vais me donner à cœur joie de coucher avec n'importe qui, ainsi de suite. Alors quand vous agissez de la sorte, vous risquez de contracter, d'aggraver votre maladie. Parce que non seulement vous êtes malade, vous pouvez aussi vous pouvez aussi être atteint d'une autre forme de VIH. Parce qu'il y a plusieurs sérotypes de VIH. Les virus, là, il y en a plusieurs types. D'un côté, vous augmentez la charge virale. Quand vous commencez à faire l'amour, à faire passer les rapports sexuels avec n'importe quelle personne, vous pouvez tomber encore sur une personne qui est VIH comme vous. Vous augmentez la charge virale, vous attrapez d'autres types de VIH.
Mais ça, ce n'est pas bien. Mais comme les gens ont compris, si vous vous comportez correctement, vous mangez bien, vous prenez très bien vos médicaments, la charge virale sera réduite et donc vous pouvez vivre avec votre conjoint sans pour autant lui transmettre la maladie. Mais il est toujours recommandé d'utiliser les préservatifs. C'est plus sûr. Même si vous prenez les médicaments, c'est plus sûr. Ça évite à ce que la maladie soit transmise chez l'autre. Mais exactement, il y a des couples comme ça qu'on appelle des couples discordants. Il y a même des gens, on ne sait pas pourquoi, il y a d'autres personnes qui n'attrapent pas les VIH. Ça existe. On pense même que ce sont des personnes qui n'auraient pas les récepteurs qui permettraient à ce que les virus puissent entrer dans les globules blancs et se multiplier. Mais on ne sait pas d'emblée dire que telle personne est à ça, telle personne ne peut pas attraper, telle personne peut attraper. Donc, il ne faut pas dire ici que moi j'ai dit que certaines personnes ne peuvent pas attraper la maladie et puis les gens commencent à dire que je ne peux pas attraper, ils vont commencer à faire l'amour n'importe quoi. L'idéal c'est de se protéger, utiliser les préservatifs pour éviter d'attraper la maladie. Mais les couples discordants, ça existe. Déjà, on doit savoir que la lutte contre le VIH-Sida a beaucoup reculé ces derniers temps. On en parle de moins en moins. Avec tout ce que nous avons connu comme problème, notamment la pandémie à Covid-19. Donc c'est comme si ça volait la vedette à toutes les autres maladies, qu'on a toujours l'habitude d'éradiquer, de combattre, notamment les VIH, la malnutrition, les paludismes. En tout cas, toutes ces maladies chroniques, d'ailleurs, qui font beaucoup plus de décès que la Covid-19, toutes ces maladies-là ont été négligées durant ces temps. Et donc, pour les VIH, il faut d'abord une forte sensibilisation. Comme on en parlait à l'époque. À l'époque, vraiment, quand on parlait des VIH, il y avait de fortes sensibilisations. Tout le monde avait une idée sur les VIH, tout le monde savait que les VIH tuaient, et ainsi de suite. Ce qui fait que les jeunes étaient un peu en alerte. Mais bizarrement, depuis l'avènement de Covid-19, on ne fait plus trop des matraquages médiatiques ou bien des sensibilisations sur les VIH. Et ne soyons pas étonnés parce qu'il faut dire quand même d'ici une dizaine d'années, il y avait quand même une baisse de progression de VIH parce qu'avec toutes les mesures que notamment ONU-SIDA et les autres organismes qui travaillent dans ces secteurs-là ont mis en pratique, ont mis en œuvre, ça réduit quand même sensiblement, n'est-ce pas, la transmission de VIH et du coup la prévalence des VIH dans notre milieu, surtout chez les jeunes. Mais comme on a baissé un peu les bras, et donc ne soyons pas étonnés si on voit encore la courbe des VIH commence à monter. Parce que les gens ne parlent plus de ça, en fait. C'est comme ça que je demande aux jeunes d'être conscients du fait que les VIH existent. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus comme c'était à l'époque que la maladie n'existe plus. Non, la maladie est bel et bien là. Et pour éviter la maladie, on connaît très bien les mesures pour le faire. La mesure la plus efficace, c'est l'abstinence. Éviter de faire les rapports sexuels avant les mariages. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se contenir, on recommande à ce qu'ils puissent utiliser les préservatifs. Autre chose, éviter de changer tout le temps les partenaires. Et avec le temps, les gens commencent à prendre des médicaments. On ne peut pas savoir d'emblée comme ça que telle personne est PVV et VIH positive. Parce qu'au départ, comme la maladie n'était pas encore très bien connue, il n'y avait pas encore de disponibilité de médicaments, on voyait très bien que telle personne est PVV connue. Mais actuellement, c'est difficile. Les gens prennent des médicaments, même s'il y a certains qui prennent ça irrégulièrement. Mais ce sera difficile de voir que telle personne est malade. C'est comme ça qu'il est recommandé de s'abstenir, à défaut de s'abstenir, d'utiliser les préservatifs à chaque rapport sexuel pour éviter d'attraper la maladie. Et aussi, il faut éviter de multiplier les partenaires. Parce que quand les jeunes, ils ont cette manie-là de montrer leur virilité et ils tombent sur tout ce qui bouge. Et ça, c'est très dangereux en tout cas. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous devons nous séparer sous un bon conseil qui sera bénéfique pour tout un chacun de nous. Ce que nous devions savoir est que la maladie, nous devions prendre conscience que la maladie existe bel et bien et elle est mortelle. La maladie peut vous entraîner à la mort. Alors, la meilleure façon de résister à cela, c'est de vous abstenir ou soit de vous protéger.
Évitez de vous offrir à plusieurs partenaires car cela va vous nuire. Vous ne saurez jamais où est-ce que vous allez contracter la maladie, peu importe la protection. Ce n'est pas intéressant. Restez au moins avec un seul partenaire et vous évitez plusieurs rapports sexuels avec deux personnes différentes. Évitez également d'utiliser les objets tranchants en commun. Le Big Gillette, le rasoir, le ciseau, le couteau et tant d'autres choses. Une fois que ces objets sont infectés par les sangs infectés, et cela va vous contaminer également. Nous rappelons à la jeunesse d'être vigilant. Ça ne sert à rien de courir derrière tout ce que nous sommes en train de courir si cela va nous rapporter la maladie en retour. Nous voyons plusieurs personnes s'offrir au bien matériel, offrir leur corps sans se protéger pour obtenir ne fût-ce qu'un bien matériel. Le sida est mortel et le sida ne se guérit point. Une fois que vous contractez la maladie, vous vivrez avec cela jusqu'à la fin de vos jours. Alors, mettez cela en pratique et ça vous permettra de vivre plus longtemps. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Je crois que le conseil du docteur Gloire également vous sera très bénéfique. Merci et nous vous disons à la prochaine. Au revoir.